les derniers arrivants s'installer. Et puis, on va démarrer cette petite présentation. Donc, je vais laisser nos intervenants se présenter, mais vous allez voir que vous êtes dans le concret de qu'est-ce que la science peut apporter, cette fois-ci, au monde du sauvetage en mer en l'occurrence. Voilà, donc je leur laisse la parole. Et écoutez, j'espère que vous vous plaisez bien au Village des Sciences, parce qu'on vous reçoit, vous vous souvenez, dans le cadre de la Fête de la Science. Donc vous avez encore beaucoup d'activités jusqu'à demain soir. Et donc, j'espère que vous avez tous eu le programme, hein, si vous voulez revenir demain. Je vous laisse la parole. Merci. Merci. Bonjour à tous. Donc, je me présente. Je suis Geoffrey Dehaze, chargé de recherche à INRAE Nouvelle-Aquitaine Bordeaux, et avec Jean-Philippe Savy, qui est à la fois chargé de mission à l'Université de Bordeaux pour les partenariats et l'innovation, et aussi chef de poste à la Lettre Blanche sur la commune de Vielle, Saint-Girons, dans le département des Landes. Et donc, à ce titre, représentant du syndicat mixte de gestion des baignades landaises, on va vous présenter, essayer de vous présenter un projet scientifique dans lequel les chercheurs et les sauveteurs essaient de travailler pour prévenir au mieux les risques de baignade à l'océan. Alors, juste deux mots de contexte, des choses qui vous parlent peut-être déjà. Donc, effectivement, la plage, c'est un endroit où on aime bien aller, c'est un espace qui est très attractif et pour plein de bonnes raisons. C'est un bel endroit où passer du temps, mais c'est un endroit où on s'expose involontairement souvent à des risques, à des dangers. Le premier danger auquel on peut penser, c'est la noyade. Alors la noyade, si on peut essayer de donner quelques ordres de grandeur, c'est la troisième cause de mortalité accidentelle dans le monde. C'est une cause mondiale pour l'Organisme mondial de la santé. En France, il y a environ 1100 à 1200 noyades chaque année. Alors ça ne veut pas dire que ce sont des noyades mortelles, mais vraiment, si on reprend le terme médical de noyade, c'est une personne qui a ingéré de l'eau. Et quand je dis ça, je commence déjà à annoncer le fait que c'est quelque chose qu'on ne mesure pas très très bien, quoi. Il y a vraiment toute une partie qui échappe à l'observation, mais donc j'y reviendrai. En Aquitaine, c'est entre 20 et 30 noyades mortelles par an, mais ce qu'il faut bien retenir, c'est qu'il n'y a aucune noyade mortelle dans les zones de baignade surveillées. Donc ça, c'est ce qu'on arrive à peu près à mesurer. Il y a aussi tout ce que je dis qui sort des radars, c'est-à-dire qu'en fait, donc la noyade, c'est une chose, mais les sauveteurs réalisent des milliers d'interventions chaque année dans le sud-ouest. Donc ça veut dire intervention, c'est vraiment tout ce qui peut se passer en termes préventifs avant que la personne vraiment soit en difficulté, sortir la personne de l'eau, aller la chercher alors qu'elle a papier, etc. Et puis, quand ce n'est pas plus grave que ça, quand tu n'as pas besoin de faire un bilan médical, on vérifie que tout va bien, la personne repart, et ça échappe complètement au dispositif statistique. Il y a aussi des comportements, il y a aussi des accidents qu'on évite de peu. On a réalisé une étude avec une collègue il y a 2 ans, et qui est sur une enquête auprès de la population de la région Aquitaine, où on s'est aperçu que la moitié des gens qui étaient allés à la plage en 2020, s'étaient baignés au moins une fois en dehors des zones surveillées. Donc, il ne s'est peut-être rien passé, mais les personnes se sont involontairement exposées. Et ça, on n'en a aucune trace. On a réalisé aussi une autre étude sur les sauvetages réalisés par les surfeurs avec des collègues australiens, mais c'est une étude qui a été faite en France. Et on s'est aperçu que sur un très bel échantillon de surfeurs, 600 surfeurs qui ont répondu, de toute expérience confondue, hein, des très expérimentés, des peu expérimentés, là, il était déjà arrivé à la moitié d'entre eux de sortir quelqu'un de l'eau, de porter assistance à quelqu'un à l'eau. Et dans l'immense majorité des cas, tout ce qui se passe, c'est que la personne sort de l'eau, tout va bien, etc. On dit au revoir, une table dans le dos, et on n'a aucune trace de ça. Et il y a tout ce qui, sans être trop pessimiste, et pas du tout mon propos pour arriver, effet des changements climatiques, évolution de la météo, changement des comportements. On en a une illustration il y a quelques jours. Hein. L'arrière-saison où il fait très, 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 très beau, les plages sont plus surveillées, les gens vont à la plage, bénéficient de VRTT pour faire des vacances courtes et vont à la plage là où c'est plus surveillé. Et là, on se retrouve face à des configurations qu'on ne connaissait pas avant. Et donc, dans ce contexte-là, l'objectif du projet, c'est d'essayer de comprendre. Alors là, je vais vous présenter le projet SWIM, qui s'appelle, dont l'acronyme est Surf Zone Hazard, Recreational Beach Use and Water Safety Management. L'objectif, donc, c'est de façon générale de comprendre, d'anticiper et d'accompagner la gestion des risques de baignade à l'océan en Aquitaine. Donc, c'est un projet qui est pluridisciplinaire. Ça veut dire qu'on a la chance d'avoir des chercheurs spécialisés dans les sciences physiques et l'océanographie pour travailler sur vraiment la modélisation des courants. Des chercheurs en sciences humaines et sociales, là c'est plutôt ma partie où on travaille sur les comportements des gens. Et puis des sauveteurs experts en sauvetage et
en divers domaines de santé publique, tels que Jean-Philippe qui est présent ici. Donc c'est une approche interdisciplinaire, donc aussi multipartenariale. Ça aussi, c'est vraiment une richesse super du projet. Hein. Donc des gens de l'INRAE, comme moi, des gens de l'Université de Bordeaux, du CNRS, des partenaires institutionnels aussi, donc avec la région Nouvelle-Aquitaine, qui nous a donné un peu d'argent pour travailler. Les sauveteurs du syndicat mixte de gestion des baignades landaises, le GIP Littoral, on a un soutien d'Aerospace Valley et des partenariats aussi avec un groupe de recherche mondial, mais qui est quand même plutôt piloté par des Australiens de l'Université du New South Wales en Australie. Donc on a un très joli consortium pour travailler sur ce sujet-là qui est quasi, sans prétention aucune, hein, qui est quasi unique au monde. Le fait d'avoir réuni toutes ces disciplines au sein du même projet, ça s'est jamais vu. Alors, bon, sur d'autres aspects, on n'est pas aussi bon que ceux qui ont approfondi une composante supplémentaire, mais là, on a vraiment, et c'est un but du projet, essayer d'avoir tous les aspects du problème ensemble. Donc cette approche pluridisciplinaire, ce projet pluridisciplinaire, il nous permet de développer une approche globale du risque. Le risque, alors c'est un schéma qui est général, hein, qui peut s'appliquer à chaque fois qu'une personne s'expose à un aléa naturel, inondation, avalanche, ou que ce soit d'autres. Donc le risque, c'est le résultat, nous on le décompose de trois choses, d'une combinaison de trois facteurs. Un aléa, une exposition, une vulnérabilité. L'aléa, c'est le danger. Est-ce qu'il y a du courant? Est-ce qu'il y a du courant de baïne? Est-ce qu'il n'y en a pas? Est-ce qu'il y a du shore break? Alors, le shore break, c'est la vague de bord, la vague qui vient casser, qui déferle le pas au large, qui vient vraiment, l'onde, elle reste jusqu'au bord et elle vient casser au bord, elle claque les gens au bord avec des risques de trauma, de luxation, etc. Donc est-ce qu'il y a du danger? L'exposition, est-ce qu'il y a du monde à la plage ou pas? S'il y a du danger, s'il y a des courants, il n'y a pas de monde à la plage, il y a peu de chances qu'il y ait des accidents. La réciproque n'est pas tout à fait vraie. S'il y a peu de courant mais du monde à la plage, il peut y avoir des accidents, mais ce sont d'autres types d'accidents. Et la combinaison des deux, elle est assez redoutable. Et enfin, la vulnérabilité, les gens ne sont pas tous, entre guillemets, égaux face au risque. Il y a des jeunes, des vieux, des bons nageurs, des mauvais nageurs, etc. etc. Et donc, le but, c'est de vraiment essayer de croiser ces trois piliers du risque et qui sont chacun eux-mêmes expliqués, déterminés par des facteurs qui leur sont propres. Par exemple, les courants dépendent du fait est-ce qu'il y a de la houle ou pas, à quel moment de la marée on se trouve, comment est configurée la plage, est-ce qu'elle est propice au courant ou pas. L'exposition, le monde à la plage dépend de la météo, est-ce qu'il fait beau, est-ce qu'il fait pas beau, est-ce que c'est les vacances, est-ce que c'est pas les vacances. Et la vulnérabilité, la capacité des gens à se sortir de ces dangers-là, elle dépend de leurs conditions physiques, de leur habitude, de leur connaissance du Dieu. Donc chacun de ces trois piliers du risque peut être expliqué par un certain nombre de facteurs, en tout cas c'est des hypothèses qu'on pose. Et là où ça se complique encore un peu plus, c'est que les facteurs ils peuvent avoir des influences croisées. La houle par exemple, je viens de vous dire que ça a une influence sur le courant, mais les gens aiment les vagues jusqu'à une certaine limite, donc ça peut aussi attirer les gens dans l'eau, jusqu'à une certaine limite, ou au contraire, sauf si vous surfez ou si vous êtes un peu casse-cou, vous y allez y aller encore, et bien au contraire, une autre partie de la population, ça va les freiner. La marée, ça joue sur la vague de bord, hein, qui est plutôt un phénomène qui se passe à pleine mer, mais les gens à certains endroits vont aussi à la plage en fonction du timing de marée, est-ce qu'ils veulent de la place ou pas sur la plage. Donc ces facteurs se croisent et ça complique un peu plus l'analyse. Alors ça fait quand même quelque chose, en l'espace de 3 diapos, là, d'assez ambitieux. Hein. C'est pluridisciplinaire, multipartenarial. On a aussi une vision un peu globale du risque. Donc pour mettre tout ça en musique, c'est quand même un exercice qui est pas aisé. Il n'y a pas de recette miracle pour travailler de façon interdisciplinaire. Hop. Ah. J'appuie pas assez fort. Non, je peux le faire, si vous inquiétez pas. Hop, c'est gentil, merci. Ah non. Je vais pas assez vite. C'est ça. Il faut que je vous assomme de diapos, comme ça, vous voyez plus rien, mais ça ne plante pas. Donc, je peux quand même avancer un petit peu. Ah, voilà, mais merci, super. Vous voulez que je passe ça après? Ouais. Donc, pour essayer de mettre ça en musique, il y aurait plusieurs stratégies. Nous, ce qu'on a retenu comme stratégie, c'est de tous travailler au même endroit. Tous les chercheurs, avec les sauveteurs, travaillent au même endroit.
Ça oblige en fait à regarder les manips des autres, à comprendre les manips des autres, s'en inspirer éventuellement pour changer ses hypothèses et éviter en fait que les chercheurs en début de projet ils se disent bon ok chacun va faire ça, on se retrouve 3 ans plus tard quand il faut rendre le rapport et puis chacun a bossé de son côté et au final les croisements ils sont assez limités. Là vraiment c'est un risque aussi qu'on prend nous pour nos pratiques parce que ça veut dire qu'on s'expose à la critique, à l'incompréhension des autres effectivement. Donc là il y a un travail d'échange à faire mais bon, en tout cas, on était tous partants pour le faire comme ça, donc on l'a fait comme ça. Et donc on l'a fait à la Lethe Blanche, sur la commune de Vielle-Saint-Girons. Alors bon, vous voyez bien qu'on n'est pas à la Cannes-Océan ni à la grande plage de Biarritz, hein, mais malgré tout, c'est une plage qui est surveillée. C'est une plage sur laquelle il n'y a pas de commerce, mais qui est quand même minimum aménagée, avec un parking, un accès plage, etc. Donc c'est la plage dont Jean-Philippe est chef de poste. Et on a fait toutes nos manips là-bas en 2022. Qu'est-ce qu'on a fait comme manip? Alors, on en a fait beaucoup. C'était vraiment un été extrêmement riche de ce point de vue-là. On a demandé, par exemple, aux sauveteurs de mesurer, d'évaluer le risque. Alors, on leur a demandé de noter pas mal de choses sur leurs conditions d'activité, mais notamment, heure par heure, durant 2 mois, de donner une note de risque comprise entre 0 et 4, 0 étant pas du tout risqué, 4 étant très risqué, pour les 2 risques qui étaient le shore break, la vague de bord et le courant de buy-in. Et ça, ils l'ont fait heure après heure, durant toute la durée de l'ouverture du poste, durant les 2 mois. Pour l'aléa, on a pas mal de choses aussi. On a mesuré, on a fait des relevés topo des fonds pour avoir à marée basse la configuration de la plage, mais aussi, ce qui était un peu plus spectaculaire, des bouées équipées de capteurs GPS qu'on a mis dans les courants de buy-in pour suivre un peu l'évolution des courants. J'ai une petite animation après pour vous montrer ça. On a fait survoler des drones et on a mis une caméra aussi à 180 pour mesurer aussi ce qui se passe en surface, qui n'est pas la même chose que ce qui se passe à une certaine profondeur, ce que les bouées pouvaient rendre compte, donc pour l'aléa, pour l'exposition aussi un peu. On a réalisé aussi une enquête auprès des usagers des plages. On a passé plus de 700 questionnaires en 2 mois d'été. On y est allé quasi tous les jours, par toutes conditions, pour avoir vraiment la plus grande diversité d'usagers possible. Et là, c'est des questionnaires de sciences sociales, donc on demande aux gens qui ils sont, pourquoi ils viennent là, qu'est-ce qu'ils aiment pas, est-ce qu'ils connaissent les buy-in ou pas. Et aussi, on leur a posé la même question qu'on a posée aux sauveteurs. Sur une échelle de 0 à 4, est-ce que vous trouvez que la baignade, aujourd'hui, là, tout de suite, elle est dangereuse ou pas? Pour vous, pour les autres, pour les enfants qui vous accompagnent. Et on voit que les évaluations ne sont pas les mêmes. On sous-estime toujours le risque pour soi-même et on le surestime pour les autres. Ça, c'est quelque chose d'assez classique. Alors, énormément de manips durant tout l'été 2022. Qu'est-ce qu'on a eu comme résultat? Alors, j'ai juste une petite animation, donc là, je vais me lever pour vous la montrer. Donc, alors ça, c'est vraiment le tracé que faisaient les bouées équipées de capteurs GPS. Et en fait, en résumé, vous voyez qu'en partant à peu près du même endroit, les bouées avaient plusieurs... et en fait, la bouée, finalement, elle simule une personne qui serait emportée. Soit la bouée va s'échouer toute seule près du bord et il n'y a pas trop de danger, ou alors elle s'éloigne, et vous voyez, bon, celle-ci, ça s'est déjà éteint, mais la bouée reprend un autre courant qui l'éloigne encore plus, et comme ça, elle pouvait se retrouver à 300 mètres, alors que certaines, placées au même endroit à une dizaine ou une quinzaine de minutes d'intervalle, suivaient un schéma tout à fait différent, prenaient une direction complètement différente. Et ça, d'un point de vue pédagogique, c'était extrêmement parlant et hyper intéressant à voir. Donc on a fait et donc ça nous permet de dresser des cartes identifiant en fonction des moments de la marée et des journées en fait la force du courant en fonction de on peut deviner ici les bancs donc en fonction des configurations sous-marines. On a aussi développé un petit algorithme pour compter les gens à la plage, pour mesurer l'exposition, parce que c'était des choses qui étaient déjà demandées aux sauveteurs, mais qui étaient faites en plus de leur travail, donc des fois avec tout le respect que je te dois, mais une précision qui était un peu approximative. Et ça, c'est tout à fait normal, hein, c'est un métier. Et puis, on ne va pas non plus leur en demander plus que ce qu'ils ne font déjà. Donc, ça a été un autre travail. Et puis, grâce au questionnaire, on a essayé... on a essayé d'expliquer les conditions qui faisaient que les gens allaient se baigner ou pas. Donc, parmi toutes les questions qu'on posait, je vous disais, il y avait est-ce que là, maintenant, aujourd'hui, vous allez vous baigner ou pas? Donc, les personnes répondaient oui, non, ou je ne suis pas sûr. Et en fonction d'autres informations qu'on a récupérées dans les enquêtes,
on est en capacité de trouver des facteurs qui expliquent qu'une personne va se baigner, toutes choses égales par ailleurs ou pas. Par exemple, alors là, je vous décris juste le graphique, hein, mais la taille des vagues est assez dissuasif. Au plus les vagues augmentent, au moins les gens allaient se baigner. L'âge aussi, les personnes plus âgées que les jeunes, à toutes choses égales par ailleurs, allaient moins se baigner à des tailles de vagues équivalentes que des jeunes, etc., etc. Donc ça aussi, c'est une voie supplémentaire vers une meilleure compréhension de certains facteurs de risque. Alors, là, je vous ai présenté les choses en silo, finalement. Alors, je vous ai dit que c'était justement ce qu'on ne voulait pas faire. Et donc, on a essayé de croiser tout ça. Avoir une meilleure compréhension de ces facteurs de risque, pourquoi certains facteurs sont plus risqués que d'autres, ça peut amener comme objectif supplémentaire d'essayer de prévoir le risque. Si on identifie les conditions qui favorisent le risque, à ce moment-là, si on connaît l'évolution de ces conditions, peut-être on peut prévoir les choses à l'avance. Et là, donc, il faut recroiser chacun des mécanismes qu'on a identifiés. Quand je dis mécanisme, ça veut dire qu'en fait, derrière, ce sont des maths et des stats. C'est-à-dire qu'on regarde certains facteurs, la corrélation entre la puissance du courant, je vous disais, et puis la météo, la marée, etc. Donc si on arrive à traduire ça dans des petites relations mathématiques, et bien une fois, comme on a les prévisions météo à l'avance par exemple, peut-être on peut anticiper certains dangers. On a fait une première expérimentation en intégrant seulement l'aléa. Est-ce qu'il y a du courant ou est-ce qu'il y a du short break ou pas? Et l'exposition, est-ce qu'il y a du monde ou pas? Et on a essayé de voir si on pouvait prévoir a posteriori le niveau de risque qui avait été estimé par les sauveteurs. Donc je vous disais 0, pas de risque du tout, 4, risque élevé. Pour le short break, pour la vague du bord. Et en fait, le petit graphique qui est en bas montre qu'on n'est pas si mauvais que ça. Enfin, c'est un travail qu'a réalisé Bruno Castel de l'Université de Bordeaux, puisque en points, les points étaient les notes qu'avaient mises les sauveteurs, et la courbe indique la prédiction du modèle. Donc en fait, quand les points sont en bas, notre modèle il est plutôt en bas. Quand les points sont en haut, notre modèle il a plutôt tendance à monter. Tout ça est synchrone, c'est pas trop mal. Donc c'est un résultat, une étape supplémentaire de la recherche qui est assez stimulante, mais vous voyez qu'on a réalisé malgré tout qu'une partie du problème. Alors comment aller plus loin? On a travaillé sur une plage. L'objectif, c'est d'être un peu plus opérationnel et de travailler sur un plus grand nombre de plages qui tiennent en compte la diversité des aléas. Ce qui se passe, par exemple, dans le nord des Landes n'est pas la même chose que ce qui se passe dans le sud des Landes. Dans le nord, vous avez plus de courants, moins de vagues de bord. Dans le sud, c'est plutôt l'inverse. La Charente-Maritime n'est pas exposée de la même façon que le Pays Basque. Donc cette diversité-là, il faut réussir à en rendre compte. La diversité des comportements, des façons de travailler. Le but étant de contribuer, je ne sais pas si vous avez entendu parler de l'alerte BaIN, la préfecture lance depuis 2 ans des alertes BaIN avec une procédure qui lui est propre. Et à travers ce travail, on souhaite contribuer à améliorer le petit dispositif qu'il y a derrière qui lance ces alertes-là. Donc pour ça, il faut continuer à travailler. Ça veut dire intégrer la vulnérabilité. Je vous ai dit, c'était un peu le troisième pilier que je n'avais pas mis. Répliquer les mesures sur d'autres plages parce que donc là on a travaillé sur une plage, on se rend bien compte qu'il peut y avoir un biais lié au type de la configuration de la plage, au type de gens qui fréquentent cette plage-là, et c'est bien d'avoir la plus grande diversité, donc il faut qu'on fasse les mêmes manips ailleurs, et puis systématiser la collecte de données et numériser si possible ces données-là, comme ça nous on peut les traiter le plus rapidement possible dans nos modèles. Et dans cette perspective-là, on a réalisé une nouvelle étape cet été. Juste avant, je vous ai montré en fait notre prédicteur de risque, c'était cette note entre 0 et 4, 0 pas dangereux, 4 dangereux. Mais une de mes premières diapos, en fait, je vous ai montré que le risque, on le mesurait en termes d'accident. Quelque chose, une activité est risquée si elle est très accidentogène. Donc c'est vraiment cette variable-là qu'il faut qu'on arrive à récupérer. Et cette donnée n'existe pas. On peut espérer récupérer les données qui passent par les urgences uniquement pour les cas les plus graves, celles qui ont donné lieu à un bilan médical. Mais il y a aussi toutes ces interventions qui se sont passées, qui heureusement ne sont pas allées aussi loin que ça, mais qui traduisent vraiment l'activité du poste de surveillance. Et c'est ça qu'il faut qu'on arrive à retracer, parce que quelque part, ce serait ça la variable à expliquer. Alors, sauf que là, c'est une information qui existe déjà. C'est-à-dire que les sauveteurs notent déjà beaucoup de ces choses-là dans la main courante. Vraiment le nombre d'interventions, prévention, etc. qui sont faites.
Sauf que, alors c'est en format papier, on ne va pas leur demander en plus de se rajouter comme travail supplémentaire, de remplir des tableaux Excel en fin de journée, ils en font déjà suffisamment. Donc on a réfléchi à une solution numérique peu contraignante, donc il ne fallait pas que ça leur prenne du temps, flexible, il fallait que ce soit opérationnel à des endroits où il n'y a pas de réseau, gratuite, parce que des sociétés privées vous le font, mais moyennes en finance, c'est de la recherche publique, c'est de l'argent public, c'est des choses qu'on fait gratuites. Donc en fait, on a développé une petite appli à partir d'un logiciel open source qu'on a installé sur 5 tablettes, qu'on a mis sur 5 postes différents, au Vivier à Bisca, à la plage sud de Mimizan, la Lettre Blanche, une fois de plus, à Vier-Saint-Géronce, à la centrale et à la sud, à Osgore. Et en fait, là, la figure que je vous retrace montre en fait, en plus, on leur avait créé un petit logiciel qui leur permettait de suivre en temps réel, au cours de saison, l'évolution de tout ce qu'ils avaient saisi, pour voir un peu ce qui s'était passé jusqu'à présent. Et en 2 mots, on est déjà en capacité de voir les différents comportements des postes, les différentes interventions sur les différents postes. Et puis, quelque part, on aurait bien aimé que tout ça soit cyclique de la même façon, parce que ça voulait dire qu'on peut identifier des déterminants communs, mais vous voyez qu'il y a des endroits, des pics qui arrivent à d'autres endroits où ça ne l'est pas. Donc ça veut dire que il faut qu'on continue à travailler pour identifier cette spécificité-là. Et quelque part, ça nous donne du grain à moudre sur cette alerte buy-in qui est lancée de façon indifférenciée quasi sur toute la côte aquitaine jusqu'à présent. Vraiment, un de nos mantras, là, c'est d'essayer de prendre en compte un peu plus la spécificité des lieux. Pour terminer, avant de passer la parole à Jean-Philippe, je tenais malgré tout, comme je le fais souvent, à rappeler le fait que là, on vous présente beaucoup de données, beaucoup de maths, beaucoup de manip, pas mal de techno aussi à travers les capteurs, etc. Mais rien pourrait être fait sans le concours des sauveteurs landais dans le cas présent. Ils nous aident sur la formulation de nos hypothèses, à définir les questions qu'on se pose. Ils nous aident, vous l'avez vu, à collecter de la donnée. On discute nos résultats avec eux, on confronte nos résultats avec leur expérience de terrain. Ça, c'est extrêmement enrichissant parce que certaines fois, on s'aperçoit que, alors forcément, nous, ils nous permettent de comprendre des choses qu'on n'aurait pas compris uniquement en regardant nos tableaux. Mais à l'inverse, je trouve que des fois, on arrive à donner un peu de corps à des impressions qu'ils avaient déjà et on met un peu des mots ou des chiffres là-dessus. Ça permet de prendre un peu de recul. Donc, c'est vraiment des conditions de travail qui sont idéales de ce point de vue-là. Et les ressources humaines dont on profite grâce à ce partenariat, elles viennent largement compenser le déficit de ressources financières qu'on peut avoir à certains moments. Donc, ça me donne une occasion supplémentaire de les en remercier. Et je vais donner la parole maintenant à Jean-Philippe qui va vous donner un peu son témoignage du côté sauveteur cette fois, pour vous dire ce qu'il en retire. Ouais, donc là, je vais parler de mon expérience. Moi, ça fait 25 ans que je surveille les plages. Et il y a 25 ans, on surveillait 2 à 3 mois les plages et on n'avait pas non plus les mêmes personnes en termes de flux de personnes qui allaient sur les plages, en termes de comportement aussi de gens qui allaient à l'eau. Et depuis 25 ans, alors il y a beaucoup de choses qui ont changé. Il y a plus de monde qui va à la plage. Et la généralisation en fait, des engins nautiques, donc les paddles gonflables, des systèmes flottants, fait que les gens vont à l'eau beaucoup plus que ce qu'ils le faisaient avant et sans doute avec l'impression d'être un peu plus en sécurité. Donc là, moi je travaille aussi au syndicat mixte de gestion des baignades landaises. Donc c'est un organisme en fait, sur les collectivités cotisent à ce syndicat et nous on assure la formation en fait des nageurs sauveteurs à tout leur stade d'expérience, qu'ils soient équipiers, chefs de poste ou adjoints. Et on a aussi des actions dans les écoles et donc collèges et aussi dans les écoles primaires. Alors, quand on dit qu'on va faire de la formation et qu'on dit qu'on veut faire des cours, ça veut dire qu'il faut avoir en fait du contenu. Et le contenu peut pas être uniquement basé sur l'expérience qu'on a parce que ça fait 20 ans qu'on est à la plage. Et quand on arrive à une plage et qu'on dit tiens, le courant il est dans ce sens parce que j'y étais ce matin, est-ce que demain il est pareil? On est toujours en fait en réaction à quelque chose et jamais en anticipation. On y va, on dit tiens, il a changé. Pourquoi? Faut attendre la marée basse. Et c'est là en fait que l'appui de la recherche vient nous aider, parce que on commence à mettre en fait, alors si c'est peut-être on met des équations, on met des explications sur la partie physique,
Et avec le travail qu'on n'avait jamais fait avant, quand vous avez, donc on a un métier, on travaille 7 mois de l'année sur la plage, et on est à l'interface entre un flux de personnes qui arrivent dans mon dos, en fait, que je ne connais pas, qui arrive sur la plage et qui va se mettre à l'eau à n'importe quel moment. Et à un moment donné, toutes ces personnes vont repartir. Et ça, moi, chef de poste, je suis incapable d'anticiper quand est-ce qu'ils arrivent, quand est-ce qu'ils repartent, quand est-ce qu'ils vont revenir. Ça dépend de la météo, ça dépend de leur planning à eux, ça dépend de la plage. Et on n'est jamais capable en fait d'anticiper. Et ce travail-là avec la recherche, ben, ça permet justement de venir avec Geoffrey, Bruno. On donne, là on est en tout début de saison, donc on est au mois de mars. On accueille les chefs de poste et adjoints et on commence à leur expliquer comment changent les courants, quels sont les comportements des gens. Alors on l'avait fait à la Lettre Blanche, mais là on va avoir des comportements sur d'autres plages. Et ça nous permet, alors, aux chefs de poste adjoints de monter en compétences et de mieux anticiper. Et ensuite, on peut extraire de l'expérience et de la science un contenu pédagogique qu'on peut aller déverser. Donc, dans des programmes, on appelle ça les pitchounlandais. On va dans les écoles maternelles et on leur dit qu'est-ce que c'est une baïne. On leur dit qu'est-ce que c'est un courant de shore-break, enfin des courants d'arrachement en général. Et on essaie de leur donner un peu un guide de bon comportement à adopter avant d'aller à l'eau. Et je terminerai là-dessus, mais c'est au départ, quand on avait travaillé avec le consortium de recherche, moi, quand j'avais 18 ans, on me disait, qu'est-ce qu'on dit aux gens quand on s'en va de la plage à 19h? On leur dit, sortez de l'eau, machin, un bon apéro, on descend la flamme, on s'en va. Et il y a des gens qui viennent nous voir parce qu'ils arrivent pour avoir le pique-nique. Ils nous disent, donc du coup, qu'est-ce qu'on doit faire si jamais en fait, on se fait emporter? Et là, il n'y avait pas de réponse en fait toute faite. On pouvait leur dire, essaye de nager quand tu auras de la dune vers la droite. Si ça ne marche pas, tu essayes vers la gauche. Si ça ne marche pas, il faut que tu sois patient. En tout cas, ne panique pas. On n'a pas de réponse à ça. Et c'est bien que la science soit là pour dire, OK, ça c'était le bon message. Parce qu'il n'y a pas de réponse toute faite. Quand on va à l'eau, il faut de l'expérience, surtout à l'océan. C'est vrai qu'il ne faut pas paniquer. Et c'est vrai qu'il ne faut pas dire systématiquement nage vers le sud ou nage vers le nord. Il y a plein de configurations qui peuvent changer. Et c'est là, ce partenariat, il est extrêmement riche parce que ça nous permet de faire des contenus qui sont réalistes sans dire de bêtises. On vous remercie. Un micro si vous voulez, pour qu'on vous entende. On n'est pas nombreux, hein, on peut se parler même sans micro, mais oui, je vous amène. J'avais une question. Est-ce que vous pourriez revenir sur la slide avec les, je crois que c'était le risque et les 3 modules du risque. Ouais. En fait, je ne sais pas trop comment ça marche, les postes de secours, mais vu qu'il y a un des facteurs de risque qui est l'exposition, je me demandais si ça pouvait être une certaine forme de sous-partie de votre recherche, d'essayer de prédire l'affluence pour mettre plus de gens ou moins de gens en sauveteur en fonction, enfin prévoir les plannings, quoi, des trucs comme ça. Et je ne sais pas trop est-ce que vous avez testé ça? Et est-ce que si vous avez testé, est-ce que vous arrivez à prédire un jour à l'avance ou parce que les conditions météo peuvent changer? Oui, je pense que c'est quelque chose qu'on n'est pas loin d'être en capacité de faire, techniquement. Après, malheureusement, enfin, chacun est dans son rôle, c'est-à-dire que nous, en tant que chercheurs, on donne des outils. Il faut qu'ils soient les plus fiables possibles. La recherche, elle doit se faire aussi dans un temps de la recherche qui est le sien, qui est un peu plus long que le temps de l'action à certains moments. Et puis, ces outils-là, on les donne et on les livre et on espère qu'ils sont utilisés. Et ça, c'est encore une autre étape qu'on maîtrise un peu moins, nous. C'est-à-dire qu'on peut venir faire des présentations, expliquer pourquoi c'est bien et éventuellement adapter les choses, définir nos outils pour qu'ils soient le plus opérationnels possible. Mais après, c'est une décision politique. Parfois pour des considérations financières, mais pas toujours.
On se met déjà, enfin, si on développe ces partenariats-là, c'est parce qu'on se met dans cette perspective-là, de vraiment après aller prendre notre bâton de pèlerin et présenter nos outils le plus modestement possible, hein, avec leurs avantages et leurs inconvénients. Mais c'est une partie du long processus qui conduit à, in fine, à faire un peu changer les pratiques. Mais là, je pense qu'on est dans une configuration où on peut espérer le faire parce qu'on a un soutien des sauveteurs, des gens de terrain dans le département des Landes, qu'on n'a pas eu partout, avec des relais locaux qui nous peuvent espérer que ça peut se faire comme ça. Mais encore une fois, malheureusement, donc là, c'est vraiment là. On parlait des différences entre sport et science, donc entre sauvetage et science, mais là, on touche à une autre échelle, l'échelle politique. Comment est-ce que ces résultats-là, on peut les faire, on peut les rendre opérationnels? Vous êtes focalisé sur les Landes et pas que les PA n'ont pas sauté de joie pour vous accueillir ou la Gironde, parce que finalement, c'est vrai que en se concentrant, et vous le dites très justement, sur un seul département, on occulte la diversité des littoraux, puisque effectivement, les Landes n'ont rien à voir avec le Pays Basque ni avec la Gironde. C'est quoi les freins? Alors, on n'est pas sectaire, hein. Moi, comme je dis souvent, je vais partout où on veut bien de moi. Donc, je vais pas, bon, je vais pas vous apprendre que la recherche, même si c'est de la recherche publique, il faut monter des projets. Donc, il faut nouer des partenariats. C'est des choses qui prennent du temps. C'est des choses qui se construisent. C'est des relations humaines aussi. Des fois, la mayonnaise, elle prend. D'autres fois, elle prend moins. Des questions de relations personnelles. C'est pas un sujet qui est académiquement trop porteur non plus. La région Aquitaine nous soutient pour ce projet-là. Il a fallu 2 réponses à l'appel à projet pour avoir une réponse positive. La première fois, c'était bon, voilà, on a été évalué par d'autres scientifiques qui ont dit que ça n'avait pas la bonne qualité. Et tout ça pour dire que du coup, on a une approche très pragmatique. C'est-à-dire que, et alors avec une équipe, là, je vous présente ça, vous avez l'impression qu'il y a 50 chercheurs derrière, mais non, à INRAE, on est 3, dont moi quasi à temps plein et 2 collègues un peu. À l'Université de Bordeaux, ils sont 1,5, on va dire, Bruno et Vincent. Donc, quand dans le département des Landes, on a eu un accueil comme ça, ils nous ont accueillis à bras ouverts en disant oui, nous, ça nous intéresse, et bien forcément, il y a eu un appel d'air, une opportunité de ce point de vue-là. En Charente-Maritime, ça marche pas mal aussi. Et sachant que ce sont des organisations de gestion et de secours différentes. Vous avez les sauveteurs civils, je parlais de la Charente-Maritime, ce sont les pompiers. Il peut y avoir la SNSM, il peut y avoir les CRS, il peut y avoir les... j'en ai oublié un ou pas? Je ne me rappelle plus. Non, c'est bon, pardon. Là-dessus, il y a aussi c'est une gestion qui est très territoriale, c'est-à-dire que c'est l'élu, le maire, qui est responsable de la sécurité de la baignade. Donc tout ça, ça fait des organisations et des partenariats à construire qui peuvent prendre du temps. L'autre point positif des Landes, c'est qu'il y a, Jean-Philippe l'a dit, c'est un syndicat départemental. C'est-à-dire que quand vous intégrez ce partenaire-là, vous avez en théorie quasiment toutes les plages avec vous. Et puis notre objectif, c'est d'essaimer, quoi. En fait, c'est vraiment la démonstration de la preuve. Si on arrive à montrer qu'on peut mettre en place des choses là, eh bien, on est tout à fait ouvert pour le faire ailleurs, quoi. D'autant qu'encore une fois, je vous répète, il y a vraiment un objectif de faire de la science ouverte. Le logiciel qu'on a mis en place, il est open source, il est gratuit. Et là encore, c'était pas gagné d'avance. C'est-à-dire qu'il y a eu des startups comme ça qui ont essayé de se positionner pour vendre un produit payant après, qui voulaient bien nous filer un coup de main au tout début, mais qui après auraient proposé une solution payante. Ça, on a refusé, donc du coup, ça a stoppé certains partenariats. Donc voilà, il y a toutes ces étapes qui font, mais encore une fois, moi, je crois beaucoup à l'effet démonstrateur, quoi. C'est-à-dire que si on arrive à montrer que ça marche à certains endroits, il y a des partenariats qui peuvent se mettre en place, et ben pourquoi pas que ça attire d'autres bonnes volontés. Ouais, c'est bien qu'on reste sur cette diapo. J'avais une question qui est à l'interface entre exposition et vulnérabilité. Parce que vous avez dit, et heureusement et merci, et je vous en félicite, que vous faites de la pédagogie auprès des petits. Donc ce sont des locaux. Et donc on en parlait tout à l'heure ensemble d'ailleurs. Moi, ce qui m'interpelle, c'est cette pédagogie. Quand on a des gens de toute l'Europe ou du bassin parisien, tout ça qui arrivent,
Ils n'ont pas eu droit à ça quand ils étaient petits. Et un des paramètres sur le risque, et donc c'est pour ça que je ne sais pas si c'est vulnérabilité ou exposition, c'est la proportion d'accidents sur des locaux par rapport, enfin quand je dis locaux qui ont bénéficié de ces actions de pédagogie, par rapport aux vacanciers qui viennent d'ailleurs et qui ne savent même pas ce que c'est qu'une baïne, voire même un courant de marée, voire même une marée, quoi. Voilà. Est-ce que dans les datas que vous récoltez, est-ce qu'il y a cette notion de l'origine de la personne qui a déclenché un incident, par exemple? Alors, je pense qu'on peut répondre tous les deux par rapport à ça. Juste sur l'aspect, donc oui, ça fait partie. Donc moi, je suis chercheur en sciences sociales. Donc qui sont les gens? C'est la première question que je pose. D'où ils viennent, quel âge, etc. Mais malgré tout, dans une démarche, dans une posture scientifique, je me méfie des préjugés, à savoir le local sait et le touriste ne sait pas. Parce que la peur est bonne conseillère très souvent. C'est-à-dire que la personne, il y a aussi des gens qui vont pas forcément connaître et qui vont être qui vont être trop précautionneux. Enfin, j'aurais peut-être pas à dire ça, mais et qui vont vraiment de suite viser la zone de baignade, sont ultra renseignés, etc. avant de venir. Et puis à l'inverse, vous avez aussi le cas où la personne qui pense très bien connaître et le jour où elle se retrouve dans... Donc il peut y avoir vraiment ces deux configurations. Donc ça, c'est une information qu'on a dans nos enquêtes. Et après, Jean-Philippe, je pense qu'il peut avoir aussi une connaissance de terrain qui est, ou pas, oui, qui peut compléter. Je vais vous parler de 2 expériences, 2 accidents. Vous allez voir que ces deux, il y en a. Donc on a fait un accident cet été, par exemple. Je ne sais pas si ça parle du monde, mais 1,50 m de shore-break, une vague très énergétique au bord qui fait du bruit, qui éclate. Et une dame rentre à l'eau, en fait, comme ça, en se pinçant le nez, comme à la piscine. Elle rentre, bon, forcément, on a à peine le temps de l'attraper. Elle se fait très mal au bord. C'était une personne qui connaissait absolument pas l'océan. Accident très grave. Un autre accident très grave, le pêcheur local du coin, qui a 75 ans, et qui vient à 6 h du matin, après avoir fait la journée de pêche et avoir trinqué avec ses copains, et qui dit avant de rentrer, c'est à peine la levée du jour, je vais me mettre à l'eau, je vais aller nager. Là aussi, accident très grave, pourtant c'est un local. Et donc je rejoins complètement ce que dit Geoffrey. C'est hyper dur. On a certains locaux en fait qui n'ont plus peur, alors qu'il faudrait garder ce principe de précaution. On ne sait pas ce qui peut arriver. On peut être très bon, on prend une méduse dans la tête, une physalie dans la tête, et puis ça y est, on devient aveugle, complètement perturbé. Donc entre celui qui connaît pas, qui a peur, celui qui connaît pas, qui se fait très mal parce qu'il va exactement au mauvais endroit, au mauvais moment, et puis celui qui connaît mais qui au contraire surestime ses capacités, ça pour nous en fait, on est toujours en réaction et c'est pour ça qu'on voudrait être plutôt en anticipation. Par rapport à votre étude, si j'ai bien compris, donc ça a été principalement sur ta plage. Le coup d'après, alors, parce que si on veut anticiper, et par rapport à la formation, comme tu disais, des chefs de poste ou des adjoints, ça serait d'avoir une vision anticipative de sa plage en disant que à partir de 80 de coef et à tant de 12e de la marée, on sait qu'on va avoir plus de risques, que le courant va partir de ce côté, donc on va dépasser la baignade à droite, à gauche, etc. etc. Et pour faire ça, ça va demander un boulot extraordinaire, non ? Ou dans votre logiciel, on va être capable de rentrer quelques données qui va pouvoir donner ces informations qui vont permettre d'anticiper les choses. Alors moi, je suis chercheur en sciences sociales, donc à la base, ces gros trucs de big data, je m'en méfie un peu. Sauf que les gens avec qui on travaille m'ont effectivement montré que au plus on les nourrit avec de la donnée, au plus ils sont capables de faire parler cette donnée, de prévoir les choses. Il faut et je pense qu'il y a au moins 2 éléments pour répondre à ça, donc il nous faut de la donnée. Il nous faut de la donnée. Je répète, c'est pas pour refaire le Calimero de base, mais on a déjà eu pas mal de mal à mettre en place cette recherche-là.
Pour la développer ailleurs, on reprend notre bâton de pèlerin, on recherche, on remonte des projets, etc. Donc il faut qu'on soit aussi en anticipation de ça. L'été prochain, si tout se passe bien, on devrait faire des manips à peu près similaires, notamment au niveau des enquêtes sur la plage de Biscarrosse. J'espère, qui a un front de mer assez varié aussi. Donc c'est intéressant de comparer l'urbain, enfin la station balnéaire et puis le côté plus sauvage. Parce qu'en fait, ma question est toute bête, c'est in fine, c'est quoi le but global et à la fin de l'histoire, quoi. Il faut que ça va servir. Alors je dis pas ça, je ne juge absolument pas, mais ça va servir à quoi à la fin, ou votre recherche dans votre esprit, au bout du bout, dans le monde des bisounours, ça va servir vraiment à quoi sur tout notre littoral? Puisque vous avez dit effectivement qu'à droite, ça ne va pas être comme à gauche, etc. etc. Donc, nous aussi, on fait, sur la côte basque et sur Anglette, on est très, très présent sur cet aspect-là. On a fait Je nage, je sauve avec toutes les écoles primaires, etc. Donc, comment on pourrait se servir de ça pour justement arriver à avoir une anticipation, à avoir un instit capable ou tous les instits capables d'animer quelque chose avec toutes les écoles, avec toutes les classes, parce qu'aujourd'hui on ne peut pas le faire. On l'a fait sur une typologie de classe, mais c'est évident que par rapport à tout ce qu'on te disait, c'est pas parce qu'on est locaux qu'on connaît, et ils sont de mars maintenant à quasiment 6 mois de l'année sur la plage, et c'est là où on risque avec eux le plus d'accidents. Un peu, et après un peu naïvement, je dirais, le simple fait que ce genre de projet de recherche-là existe et qu'on en parle, déjà les gens y pensent. Et ça fait réfléchir, ça fait discuter, ça fait prendre conscience de certaines choses. Donc ça, je dirais, c'est un premier résultat. Bon, peut-être vous allez trouver que ça va pas très très loin, mais déjà le fait, on le remet sur la place publique, les gens en discutent. Et je vais vous dire, petit aparté par rapport à ça. Donc, on a passé 700 questionnaires, je vous dis l'été. Alors, allez passer en plein été, les gens vont à la plage, etc. Bonjour, je voudrais vous prendre 20 minutes de votre temps pour vous poser 40 questions. C'est pas toujours bon. On sait qu'on s'attend à des refus. À la fin, les gens nous remerciaient. Alors que c'était nous qui les remercions, en leur disant bah, écoutez, merci, vous nous avez donné pas mal d'informations, etc. Et je pense que inconsciemment, c'était au moins j'ai passé un peu de temps pour réfléchir à ça. Bon, ils nous posaient des questions, on était plus ou moins en capacité de répondre sur les courants, etc. Mais au moins, ils se sont mis un peu dans cette perspective-là. Donc ça, premier résultat. Deuxième résultat, comme l'a dit Jean-Philippe, et comme vous venez de le dire, définir des contenus pédagogiques. Parce qu'au plus on accumulera du savoir avec cette diversité des cas de figure, et ben, au mieux on sera en capacité de définir des choses à caractère le plus général possible, ou à montrer cette diversité, au moins montrer qu'elle existe, pour éventuellement anticiper des choses qu'on ne connaît pas, mais on sait que ça peut arriver. Donc vraiment, voilà, des contenus pédagogiques, ça je pense que c'est basé sur des résultats, sur des faits. Et la troisième chose, c'est mais là on n'en est qu'au début, mais je pense que ce n'est pas un objectif qui est inatteignable, c'est cette histoire de prévision. Il y a des alertes avalanches. Ça fait 2 ans que la préfecture lance des alertes baïnes. Pourquoi on ne serait pas en capacité aussi de réfléchir à des fondements, à des bases scientifiques solides pour définir ces alertes-là? Alors, peut-être pas les appeler alertes baïnes, hein, je ne sais pas encore, mais ça fait partie du travail aussi. Mais voilà, malgré tout, ce dispositif d'alerte, je pense qu'il est envisageable. À quelle échéance, combien d'années? Je pense que ce n'est pas si loin que ça, hein, maintenant si on continue sur ce rythme-là. Mais il y a vraiment ce troisième niveau aussi, un dispositif d'alerte qui pourrait être... et je pense qu'on peut anticiper un jour ou deux à l'avance, hein, facile. C'est pas inconcevable complètement. Il y a autre chose aussi qu'on a vu cet été, qu'on a testé. Bah, là, c'est un très bon exemple, la baïne qu'on voit. Donc, vous avez le poste de secours qui est ici, là, avec l'accès plage, là. Quand vous venez ici en marchant et que vous arrivez là sur la plage, ça, c'est complètement invisible. Donc, vous voyez les surfeurs qui s'amusent, en fait, parce qu'eux, ils savent, ils viennent là tous les jours. Donc, ils se mettent là pour aller surfer ici, là. Et hop, ils partent au large. Quand on prend de la hauteur avec un drone,
Et c'est ce qu'on a fait. On a fait une manip comme ça. Donc Bruno a fait une manip comme ça. On prend une hauteur à 60 mètres de haut, 120 mètres sur le côté. On filme pendant 20 minutes et on concentre ça en 1 minute de vidéo. Et là, on voit du coup les mouvements d'eau. Chose qui, à l'œil nu, vous avez des séries de vagues, en fait, on appelle ça la rugosité de surface, qui viennent masquer tous ces mouvements d'eau. Et comme on n'a pas de hauteur, on ne voit pas les flux de sédiments qui sont dragués en fait par ces courants. Donc, cette image-là, qui est une baïne quand même hyper impressionnante, si vous vous mettez sur le sable, en fait, vous ne la voyez pas. Donc ça, c'est une première chose de dire que, attention, l'étape d'après qu'on veut faire là, qu'on a proposé donc au chef de poste, ce serait d'avoir en fait, avant d'ouvrir le poste de secours le matin ou même quand tu arrives sur la plage début mars, de monter ce drone, faire cette manip pour avoir une lecture immédiate en fait un peu plus aboutie du plan d'eau dans lequel on va installer la baignade. On a vu sur la manip en drone, on voyait donc nous notre baignade. C'est la photo de tout départ là, où on avait du mal à baigner, on était sur un banc de sable. Et on avait pris une décision avec mon adjoint, c'était de ne pas aller se mettre sur une zone qui était un peu moins risquée, mais qui était très au sud, donc très loin de l'accès. Parce que souvent, par expérience, les gens ne vont pas marcher 10 minutes de plus. Donc, on préfère les avoir à un endroit safe à côté du poste de secours, plutôt que de les éloigner. Et avec le drone, on a découvert qu'on avait en fait un courant d'arrachement qui était hyper lent parce qu'on avait l'eau, en fait, le volute de sédiments qui se transportait au large et qu'on était incapable de voir à l'œil nu. Donc, il y a ce genre de manip nous montre qu'on peut trouver des solutions assez concrètes, en fait. Donc, cette manip de drone. Et le rêve fou que je pose à la recherche et que j'avais proposé, on a cette caméra au poste qui a une 10 ou 15 mètres de haut. On a la caméra, donc elle est ici, là. La caméra, elle est là. Et tu peux mettre juste la photo d'avant. Voilà. Donc ça, c'est la plage. Et donc on mesure, on est capable de savoir, en fait, avec cette caméra, si on prend des photos, une photo toutes les 10 minutes, ou si on prend des courts films, on sait les endroits où ça déferle, et on sait les endroits où ça ne déferle pas. Les endroits où ça déferle, grosso modo, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'eau. L'endroit où ça ne déferle pas, c'est qu'il y a beaucoup d'eau. Et j'avais dit à Bruno, puisque tu sais où ça déferle, tu sais où ça déferle pas, donc tu sais à peu près où il y a du courant, enregistre suffisamment de données. Et le rêve fou, c'est d'avoir une caméra reliée en temps réel à une plaquette en fait en bord de plage qui vous recalcule les courants en fait. Et les gens sont devant une plage où ils ont une première lecture en fait des courants en temps réel. Donc ça, c'est le rêve un peu fou. Je ne sais pas si un jour on arrivera à faire ça. Mais en tout cas, c'est le genre de projet en fait, dont on peut discuter ensuite. Du coup, j'ai trouvé 3 nouvelles questions, je crois. Mais c'est assez rapide. À propos de votre marque, parce que si je dis pas de bêtises, ça fait un peu, il y a beaucoup de surfcam, enfin, je sais pas si ça s'appelle comme ça, qui sont un peu similaires. Et je me disais que ouais, ça pourrait être, enfin, il y a des algorithmes qui existent du moins pour les voitures autonomes où en fait ça colorie et ça pourrait colorier les endroits où il y a les baïnes et colorier d'une autre couleur les endroits où il n'y en a pas. Enfin bref. Et sinon, par rapport, je crois que c'était sur la toute première slide où vous disiez qu'il n'y avait aucun mort dans les zones surveillées. Du coup, je me demandais, en fait, c'est quoi, est-ce que vous avez une idée du pourcentage de gens qui se baignent dans les zones surveillées par rapport aux gens qui ne se baignent pas? Et est-ce que vous pensez que les gens qui meurent du coup en dehors des zones de baignade surveillées, dans tout le cas, il y en aura toujours et c'est marginal et c'est impossible à traiter parce qu'il y aura toujours des comportements, on va dire, téméraires, enfin trop téméraires du coup. Et sur les 119 noyades, c'est quoi le pourcentage qui est aussi dans les zones surveillées
Enfin, du coup, noyade pas mortelle. Alors sur l'histoire de l'algorithme là qui colorierait, je ne sais pas trop comment. En tout cas, alors moi j'avais avant de commencer à travailler donc avec Bruno Castel là, qui est physicien à l'université de Bordeaux, j'avais une approche assez empirique de la plage. Je me disais de toute manière toutes les plages sont différentes. Modéliser un courant, c'est impossible. Et non, vraiment. Alors c'est des énormes calculs qu'il faut faire, mais si vous connaissez la topographie des fonds, l'orientation de la houle, la période de la houle et le timing de marée, il est en capacité, lui, de vous modéliser ça. Les prévisions maritimes, on peut les avoir un peu, orientation, etc. Le timing de marée aussi, ce qu'il y a, c'est que c'est vraiment les fonds marins là qu'il y a. Et lui, bon, il procède à donc dans son laboratoire à l'université de Bordeaux à l'époque, il a comme ça des terrains de jeu, notamment au Truc Vert, mais aussi à Soulac, où ils font des relevés topo, alors pour d'autres projets de recherche. Hein. Donc c'est presque techniquement, ce serait déjà faisable, quoi. Mais il y a quand même cette big data à obtenir. Et après, comme je disais aussi tout à l'heure, nous, en tant que chercheurs, on peut mettre en on peut montrer des choses, on peut montrer des résultats, mais le transfert vers l'opérationnalité, donc il y a, je l'ai dit, un côté politique, mais aussi un côté pédagogique. Il y a des résultats, enfin, la communication scientifique, je pense qu'on est dans un endroit où on est bien placé pour le savoir. Il y a aussi un travail aussi à faire là-dessus. Il ne faut pas affoler les gens, il faut leur donner une information qu'ils puissent comprendre. Donc, je pense que sur cette question-là, de la modélisation et de la représentation des courants, on n'est pas si loin que ça, techniquement. Après, on va se heurter notamment à ce problème de collecte de données, qui est aussi un problème financier, il ne faut pas se leurrer, il faut des sous pour collecter de la donnée, donc ça, c'est une chose. Sur les comportements à risque, bon, là, je suis sur les 20 ou 30 personnes. Alors, ça encore, c'est vraiment une indication à vue de nez. Il n'y a pas de statistiques régionales sur le nombre de noyades en Aquitaine. C'est impossible à savoir. Ça n'existe pas. Pourquoi? Parce que jusqu'à présent, chacun collectait les informations sur la main courante, etc. Le maire est responsable, le chef de poste est responsable de son poste, le maire est responsable des postes sur sa commune. Il peut y avoir les sauveteurs, ça peut être, je disais, des CRS, de la SNSM, etc. Donc vous voyez que l'information, en fait, elle se disperse et on est incapable de savoir vraiment précisément. Donc là, c'est un ordre de grandeur. C'est un ordre de grandeur malgré tout. Alors, est-ce que c'est le minimum incompressible? Bon, on peut toujours espérer faire mieux et souhaiter que ça n'arrive pas. Par contre, ce qu'on peut se dire, c'est ce que j'ai dit au tout début, c'est que malheureusement, on va vers une évolution des comportements et peut-être un peu de la météo qui fait que ça pourrait augmenter. Si on a des fins de saison comme ça qui durent 1 mois et demi à 30 degrés, où il n'y a plus de surveillance, c'est peut-être plus 20-30 qu'on aura, mais beaucoup plus que ça. Ça, c'est pour, donc deuxième question, ça c'était pour vraiment la région de Nouvelle-Aquitaine. Le chiffre des 1100 et quelques, etc., c'est au niveau national. C'est l'enquête santé publique. C'est une enquête de Santé publique France, c'est l'enquête noyade, qui ne recense que les noyades qui sont passées par une hospitalisation ou un organisme ou des secours organisés. Et noyades au sens où ils ont inhalé de l'eau. Donc ça veut dire vraiment, ce qu'on appelle une noyade de stade 2, où il y a déjà une conséquence significative. Au niveau national, donc vraiment, nous, on a fait une petite estimation. En fait, on pense que par rapport aux noyades, c'est-à-dire pas sur tous les accidents, mais sur les noyades, c'est 2% de toutes les noyades, même pas. Il y a beaucoup de noyades qu'on appelle les stades 1, où en fait la personne, ils la sortent, et elle n'inhale pas l'eau, et après, donc, elle peut repartir, il n'y a pas besoin d'avis médical. Donc là, c'est vraiment qu'une toute petite partie du phénomène qu'on regarde, et elle est représentative uniquement des cas les plus graves. C'est pour ça qu'il faut, enfin, je suis désolé, je prends vraiment toutes ces précautions pour expliquer ce que mesure ce chiffre. Donc, c'est des noyades graves, c'est au niveau national, et au niveau national, on est plutôt de l'ordre, c'est des statistiques publiques, de 50%. 50% des noyades qui ont lieu dans la zone de baignade. Mais c'est au niveau national. C'est-à-dire qu'il y a la Méditerranée, il y a la Bretagne, il y a la Normandie, enfin, pas mal de... Et puis, il y a aussi les plans d'eau et les cours d'eau. Il y a aussi dans ce chiffre-là les noyades en piscine. Donc vraiment, c'est quelque chose, mais malheureusement, c'est la seule statistique publique officielle dont on dispose. Et vous voyez là, en quelques minutes, je vous ai montré les biais qu'elle avait, quoi. Mais bon, malheureusement, on est obligé, entre guillemets, d'y faire référence.
on peut continuer à leur poser des questions en se baladant, hein, il n'y a pas de problème. On vous remercie infiniment et vraiment, on a beaucoup apprécié, c'était passionnant. On était un peu concernés quand même quand on habite l'Aquitaine, j'avoue que voilà. Merci beaucoup. Et puis écoutez, pour l'instant, pour aujourd'hui, c'est fini pour les conférences, les mini-conférences. Vous avez encore tout le bâtiment avec tous les stands que vous pouvez visiter. Et pour ceux qui veulent, on se retrouve demain après-midi, à partir de 14h. Merci.